Il fut un temps, dans un village reculé où les affaires des uns étaient la préoccupation de tous, et où les nouvelles se propageaient plus vite que l'harmattan, vivait un jeune garçon nommé Musa. Il n'avait que 15 ans. Fluet, un peu grand pour son âge, il avait les lèvres perpétuellement sèches, quelle que soit la quantité d'eau qu'il buvait. Il parlait peu, mais son silence était celui de l'écoute. Dans ce lieu où chaque enfant courait après les mangues et les rêves, Musa, lui, ne poursuivait rien. Son père croulait sous les dettes de la dernière saison des semailles. Sa mère était morte en lui donnant la vie. Alors, le plus souvent, Musa s'asseyait au bord de la route, près du puits brisé, observant les camions passer, espérant qu'un jour, sa propre vie se mettrait en mouvement. Ses vêtements étaient délavés par le temps et le soleil. Ses chaussures d'école étaient trouées, et son déjeuner se composait souvent des restes de la marmite des voisins. Pourtant, Musa ne se plaignait jamais. Il avait appris à se taire, à se faire oublier pour éviter les ennuis. Mais les ennuis n'attendent pas toujours ceux qui les cherchent. Parfois, il se présente à vous vêtu d'une robe rouge, paré d'un collier en or, et doté de muscles qui luisent sous le soleil. Tout commença un jeudi. Ce matin-là, le père de Musa, Barbazani, revint des champs, l'air à la fois confus et exalté. Sa voix tremblait lorsqu'il appela son fils dans le rut. « Musa, dit-il en essuyant la sueur de son front, tu vas épouser une femme. » Musa leva lentement les yeux. « Pardon, père ? Oui, tu te maries. Aujourd'hui même. » Musa cligna des yeux. « Mais, je n'ai que 15 ans. » Son père fronça les sourcils. « Et alors ? Autrefois, les hommes de ton âge n'allaient-ils pas à la guerre ? C'est une bénédiction. Cette femme, elle est riche. Elle a dit t'avoir vu près du ruisseau la semaine dernière, et ton sourire lui a plu. » Le cœur de Musa se mit à battre à tout rompre. Il souriait si rarement. Qui avait bien pu l'observer ? « Comment s'appelle-t-elle » demanda-t-il. « Madame Véronica, » répondit fièrement Barbazani. « C'est elle qui a fait construire cette immense demeure blanche sur la colline. Elle est forte, belle et puissante. Regarde, elle a déjà envoyé des sacs de riz, une vache, 2 téléphones et 5 millions de néras. J'ai signé les papiers du mariage. » La bouche de Musa s'ouvrit, béante. « Sans me le demander ?» Barbazani posa une main sur son épaule. « On ne demande pas à la pluie pourquoi elle tombe, mon fils. Contente-toi d'ouvrir ton seau. » Musa ne dit plus un mot. Que pouvait-il dire ? Le soir même, la place du village résonnait du son des tambours. Les femmes dansaient, les hommes buvaient, tous célébraient le garçon pauvre qui avait séduit une milliardaire. Les enfants se moquaient du visage effrayé de Musa, disant qu'il épousait sa grand-mère. Mais personne ne rit bien longtemps. Car lorsque Madame Véronica arriva, un silence de mort s'abattit sur la foule. Elle descendit d'un véhicule noir et massif, vêtue d'une longue robe rouge qui moulait son corps athlétique. Sa peau luisait comme si elle se baignait dans l'huile de palme. Ses bras étaient épais, musclés comme ceux d'un lutteur. Sa taille était fine, sa démarche lente et assurée. Son visage était étrange, trop lisse, trop immobile. Elle semblait à la fois jeune et vieille, comme si quelqu'un avait effacé ses années, mais laissé les ombres derrière ses yeux. Elle marcha droit vers Musa et sourit. « M'acceptes-tu comme épouse ?» demanda-t-elle doucement. Musa leva les yeux vers elle. Elle sentait les fleurs et quelque chose d'amer, comme des feuilles brûlées. Il hocha lentement la tête. « Bien, » dit-elle, avant de l'embrasser sur le front. « Rentrons à la maison. » Le trajet en voiture jusqu'à la demeure fut silencieux. Assis à l'arrière, Musa essayait de ne pas la fixer, mais elle ne le quittait pas des yeux. Chaque fois qu'il détournait le regard, il sentait encore son regard sur sa peau. « Aimes-tu les tourtes à la viande ?» demanda-t-elle soudainement. « Oui, » répondit Musa. « Parfait. Je leur demanderai de t'en préparer 20. Tu es trop maigre. Mais ne t'inquiète pas, je vais te remplumer. » Ils passèrent des arbres, des rochers, des collines, jusqu'à ce que la voiture atteigne les grilles d'une immense propriété blanche. Les grilles s'ouvrirent d'elles-mêmes. Personne ne les toucha. Elles s'écartèrent simplement dans un silence surnaturel. À l'intérieur, la maison était trop calme. Tout brillait, le sol, les murs, même l'air semblait purifié, étranger. Musa entra et regarda autour de lui. Il y avait des miroirs sur chaque mur. Des grands, des longs, d'autres en forme d'œil. Véronica lui prit la main et le conduisit à l'étage. « Voici notre demeure, » dit-elle. « Tu peux aller où tu veux, mais il y a une seule règle. » Elle s'arrêta et désigna un couloir. « N'ouvre jamais la porte rouge au bout de ce corridor. »« M'as-tu bien entendu ?» Musa hocha vivement la tête. « Oui, madame. » Elle sourit de nouveau. «
Bon garçon. Cette nuit-là, elle lui servit un immense plateau de nourriture. Du riz frit, du poulet, de la viande de chèvre, des beignets, des jus de fruits. Musa mangea jusqu'à ne plus pouvoir bouger. Véronica l'observa pendant tout le repas. Quand il eut fini, elle lui caressa la tête. « Demain, tu commenceras ta nouvelle vie, dit-elle. Tu ne souffriras plus jamais. Tu es mon roi, désormais. » Elle se leva et se dirigea vers sa chambre. « Dors bien. Ne t'inquiète pas des bruits. Cette maison est vieille. Elle parle. » Allongée sur le lit de la chambre d'amis, Musa fixait le plafond. Le lit était moelleux, le ventilateur silencieux, les draps sentaient le parfum. Mais il ne pouvait pas dormir. Il se sentait trop lourd, trop plein, trop observé. Vers minuit, l'atmosphère changea. Le ventilateur ralentit. Les fenêtres vibrèrent légèrement. Le miroir dans le coin de la pièce s'embua, bien que la climatisation fût allumée. Et puis il entendit un son, doux, triste. Un bébé qui pleure. Cela venait du fond du couloir. Son cœur fit un bond. Il s'assit et écouta. Le pleur reprit, un peu plus fort, puis s'estompa, et cessa. Musa sortit du lit sur la pointe des pieds et se dirigea vers la porte. Il l'entr'ouvrit juste assez pour jeter un œil. Le couloir était vide. Mais la porte rouge, tout au fond, elle luisait. Une lueur faible, comme si une bougie était allumée derrière elle. La main de Musa se mit à trembler. Il referma doucement la porte et retourna au lit. Il se cacha sous les couvertures, ferma les yeux très fort. Les pleurs ne revinrent pas, mais le silence qui suivit était pire encore. Il ne dormit pas de la nuit. Et le matin, en allant se brosser les dents, il se regarda dans le miroir. Et pendant une fraction de seconde, son reflet cligna des yeux 2 fois, alors que lui-même ne l'avait fait qu'une seule fois. Musa resta figé devant le miroir, sa brosse à dents à la main, de la mousse coulant de ses lèvres. Il fixa à nouveau la surface de verre, espérant avoir imaginé la scène. Mais le miroir semblait désormais normal. Son reflet le regardait comme à l'accoutumée. Pas de clignement supplémentaire, pas de décalage. Il s'essuya la bouche et se pencha plus près. Peut-être était-il simplement fatigué. Le grand lit, la nourriture étrange, les pleurs de la nuit dernière, tout cela avait dû se mélanger pour troubler son esprit. Il se força à sourire à son reflet, tentant de paraître courageux, puis secoua la tête et quitta la salle de bain. La maison était de nouveau silencieuse, trop silencieuse. Aucun chant d'oiseau, aucun bruit de pas, aucune voix. On n'avait même pas l'impression qu'une âme vivait ici. Cela ressemblait à un musée où parler était interdit. Il descendit le long couloir, passant devant de grands tableaux accrochés au mur. Certains visages ressemblaient à des rois, d'autres à des guerriers, et d'autres encore à de jeunes garçons. Musa s'arrêta devant l'un d'eux. Le garçon du tableau avait de grands yeux et un visage effrayé. Il y avait quelque chose de familier en lui, mais Musa ne parvenait pas à mettre le doigt dessus. Il se rapprocha, fixant le visage de l'enfant. Plus il regardait, plus l'expression du garçon semblait passer de la peur à la colère. Musa recula d'un bond, se détourna et pressa le pas. Lorsqu'il atteignit l'escalier, il vit quelque chose de nouveau. 2 jeunes garçons se tenaient près du mur, à côté de la salle à manger. Ils portaient des shorts noirs et des chemises blanches. Leur tête était rasée et ils ne clignaient pas des yeux. Ils se tenaient simplement là, immobiles comme des statues, le regard fixé droit devant eux. Musa ralentit et les observa. « Bonjour, dit-il. » Ils ne bougèrent pas. « Vous travaillez ici ?» Aucune réponse. Musa s'approcha. « Comment vous appelez-vous » Toujours rien. Pas même un clignement d'œil. Il tendit la main pour tapoter l'épaule de l'un d'eux. Mais juste au moment où son doigt allait le toucher, la voix de Madame Véronica retentit derrière lui. « Laisse-les. » Musa se retourna brusquement. Elle se tenait à l'entrée de la cuisine, un verre de jus rouge à la main. Elle portait une autre robe rouge, mais celle-ci était plus serrée. Ses bras semblaient encore plus volumineux aujourd'hui, comme si elle avait soulevé des poids toute la nuit. « Ils ne parlent pas, dit-elle avec un sourire. Ce sont juste des garçons de maison. Je les ai sauvés de la rue. Mais on dirait des statues, répondit Musa. Elle s'approcha et posa une main sur son épaule. C'est ce qui arrive quand les gens restent silencieux trop longtemps. Ne t'inquiète pas, ils s'habitueront à toi. Musa regarda de nouveau les garçons. L'un d'eux cligna enfin des yeux, mais ce n'était pas un clignement normal. Ses yeux roulèrent vers le haut avant de se fermer, comme si quelque chose à l'intérieur de lui avait pris le contrôle. Véronica le détourna. « Viens, allons manger. » Ils s'assirent à la grande table.
Encore plus de nourriture les attendait. Porridge d'igname, ragoût de poisson, banane plantain, jus de fruits. Trop de nourriture pour 2 personnes, trop même pour 5. Musa mangeait lentement, l'observant de l'autre côté de la table. « Vous ne mangez pas de viande ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Je ne prends que ce dont j'ai besoin. » Elle sourit de nouveau, dévoilant des dents d'une blancheur parfaite. Mais derrière ce sourire, Musa vit quelque chose d'étrange dans ses yeux, comme une ombre, comme si elle cachait quelque chose et se moquait qu'il en aperçoive un fragment. Il laissa tomber sa cuillère. « Je voudrais sortir aujourd'hui. » Elle haussa un sourcil. « Pourquoi ? » ?»« Juste pour marcher un peu, prendre l'air. »« Il y a de l'air frais dans le jardin, » dit-elle. « Tu n'as pas besoin d'aller loin. Mais je veux voir le portail. Peut-être faire un signe à mes amis. » Son visage changea légèrement. « Musa, » dit-elle doucement. « Voici ta nouvelle maison. Tu n'as plus besoin du monde extérieur. Dehors, personne ne se souciait de toi quand tu souffrais. Ici, tu as la paix. » Il hocha lentement la tête, mais sa poitrine était serrée. « Bien, bon garçon, » dit-elle. Il se leva de table et tenta de s'éloigner. « Attends, » dit-elle. « Viens ici. » Il revint sur ses pas et elle le serra dans ses bras. Ses bras étaient chauds, forts, mais il y avait quelque chose de possessif dans cette étreinte, comme si elle le réclamait, comme un serpent s'enroulant autour de sa proie avant de l'avaler. Elle l'embrassa de nouveau sur le front. « Tu es à moi maintenant, » murmura-t-elle. « Jusqu'à ton dernier souffle. » Musa se dégagea doucement et monta à l'étage. Il n'alla pas dans sa chambre. Au lieu de cela, il la dépassa et se dirigea vers le couloir avec la porte rouge. Il s'arrêta devant elle, la contemplant. La porte ne luisait pas aujourd'hui. Elle semblait normale. Du bois rouge uni avec des gravures dorées. Mais Musa pouvait sentir quelque chose derrière, comme un battement de cœur. Lent et profond. Il colla son oreille contre la porte. Rien. Puis il se retourna et commença à rebrousser chemin. En passant devant le miroir près de l'escalier, il remarqua quelque chose de nouveau. Le couloir derrière lui était vide. Mais dans le miroir, quelqu'un se tenait juste derrière lui. Il se retourna vivement. Personne. Son cœur s'emballa. Il fixa de nouveau le miroir. Maintenant, il ne montrait que lui. Il toucha sa poitrine. « Il faut que je quitte cet endroit, » murmura-t-il. Plus tard dans la soirée, il était assis dans sa chambre, fixant les murs. La pièce n'avait ni horloge, ni télévision, ni calendrier. Le temps s'écoulait étrangement dans cette maison, comme si le jour ne finissait jamais. Il retourna dans la salle de bain et se regarda dans le miroir. Cette fois, il ne se brossa pas les dents. Il observa simplement. Il sourit. Son reflet sourit. Il fronça les sourcils. Son reflet fronça les sourcils. Il leva une main. Son reflet suivit. Mais alors, pendant une minuscule seconde, son reflet tourna légèrement les yeux vers la droite avant que ses propres yeux ne bougent. Musa recula. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» murmura-t-il. Il quitta la salle de bain et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le ciel était nuageux. Les arbres étaient immobiles. L'air semblait lourd. Et c'est là qu'il le vit. Un des petits garçons marchant vers le jardin. Seul. Musa ouvrit doucement la porte et le suivit. Le garçon se dirigea derrière la maison, dans une petite section du jardin que Musa n'avait pas encore vue. Il y avait des plantes étranges, des bougies noires et des sculptures en bois sur le sol. Le garçon marcha jusqu'au centre du jardin et s'assit. Musa se cacha derrière un arbre et observa. Le garçon ne bougeait pas. Il était juste assis là, fredonnant. Un son lent, profond, comme une berceuse, mais triste. Soudain, le garçon s'arrêta. Sa tête tourna lentement. Trop lentement. Il regarda directement vers la cachette de Musa et murmura « 7 jours ». Le corps de Musa se figea. Le garçon se leva, se dirigea vers le plus grand arbre du jardin et toucha l'écorce. Puis il posa son front contre l'arbre et resta immobile. Musa n'attendit pas. Il retourna en courant dans la maison, le cœur battant la chamade, les yeux écarquillés. Il ne raconta pas à Madame Véronica ce qu'il avait vu. Il alla directement au lit et s'allongea. Il ne dormit pas. Pas même un peu. Les heures passèrent. Le ventilateur ralentit de nouveau. L'air changea. Les fenêtres vibrèrent. Et puis il entendit le fredonnement. Doux, lointain, comme de nombreuses voix. De jeunes garçons fredonnant. Musa serra la couverture plus fort. Il regarda le miroir. Il était de nouveau embué. Et dans le coin de la buée,
Une petite empreinte de main apparut. De l'intérieur. Il ferma les yeux très fort et murmura, « S'il vous plaît, faites que le matin arrive. » Mais le fredonnement devint plus fort. Puis cessa. Puis un léger coup. Un seul, sur sa porte. Il ne bougea pas. Un autre coup. Puis le silence. Il ouvrit les yeux. Le miroir était clair. La pièce était immobile. Il ne dormit pas de nouveau. Et alors que le soleil filtrait lentement à travers le rideau, Musa sut une chose clairement. Quelque chose n'allait vraiment pas dans cette maison, et il était au centre de tout cela. Musa était assis au bord de son lit, les jambes tremblantes, tandis que la lumière du matin inondait la fenêtre. L'empreinte de main rouge sur le miroir avait disparu. Le fredonnement avait cessé, mais son souvenir résonnait encore dans sa poitrine, lourd et assourdissant. Il n'avait pas dormi. C'était la 3e nuit qu'un événement étrange se produisait. Le miroir qui clignait des yeux, le garçon qui murmurait « 7 jours », le fredonnement, et maintenant le coup à la porte. Ce n'était pas un rêve. Il savait ce qu'il avait entendu. Musa se leva et ouvrit lentement sa porte. Le couloir semblait normal, mais il sentait que quelque chose se cachait dans le silence, quelque chose qui observait. Il se dirigea vers l'escalier, essayant de paraître courageux. En bas, les 2 mêmes jeunes garçons se tenaient à côté du mur de la salle à manger, toujours aussi immobiles. L'un cligna des yeux, l'autre pas. Il passa devant eux sans un mot. Il trouva Madame Véronica déjà assise à table, vêtue d'un pagne et d'un chemisier vert et serré, ses cheveux relevés en un chignon royal. Elle buvait une tasse de quelque chose d'épais et de brun. Ni du thé, ni du café. L'odeur rappelait celle des feuilles brûlées. « Bonjour, mon roi », dit-elle avec un large sourire. « Tu n'es pas descendu pour le dîner hier soir. »« J'ai attendu. » Musa s'assit lentement. « Je ne me sentais pas bien. » Elle le dévisagea, son sourire toujours figé. Était-ce la nourriture, ou les rêves? Le cœur de Musa manqua un battement. Quel rêve! Elle détourna le regard et fit un geste de la main. Cette maison peut parfois être déroutante, surtout au début. Les murs se souviennent de choses. Peut-être que tu t'adaptes simplement. Il picora son pain, faisant semblant de mâcher. De quoi se souviennent-ils? Elle le regarda droit dans les yeux. D'histoire, de fantômes, de garçons. Il laissa tomber son pain. Elle rit doucement. Je plaisante, mon amour. Mange. Tu as besoin de force. Musa força un faible sourire et hocha la tête, mais il ne toucha plus au pain. Après le petit déjeuner, il demanda un livre à lire. Elle le conduisit à la bibliothèque de la maison, une grande pièce remplie de hautes étagères, de fauteuils poussiéreux et de statues étranges. Choisis n'importe quel livre, dit-elle. Sauf ceux à la couverture noire. Ils sont privés. Elle tourna les talons et partit. Musa resta là, seul, entouré de centaines de vieux livres. Certains étaient immenses, d'autres minuscules, mais une étagère dans un coin semblait plus ancienne que les autres. Il s'approcha et remarqua que le bois était fissuré et qu'un des livres dépassait à moitié. Il le tira doucement. La couverture était d'un rouge sombre, au bord déchiré. Pas de titre. Il ouvrit la première page et halta. Journal du garçon numéro 12. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tournait la page suivante. Mon nom était Samuel. Elle m'a rebaptisé numéro 12. Je suis arrivé ici en 1992. Mes parents disaient que c'était pour mon bien, que je mangerais bien, dormirais bien et deviendrais quelqu'un. Mais je n'ai pas revu le soleil depuis. Les yeux de Musa s'écarquillèrent. Il tourna la page. Cette maison est un piège. Madame Véronica n'est pas ce qu'elle paraît. Elle est plus vieille qu'elle ne le prétend, plus forte qu'elle ne le montre. Tous les 7 jours, l'un d'entre nous disparaît. La porte au bout du couloir mène à la réponse, mais aucun de ceux qui y sont entrés n'en est jamais revenu le même. Musa leva brusquement la tête, regarda derrière lui. Personne. Il continua sa lecture. Si tu trouves ce journal, tu es le prochain. J'étais le 12e. Tu es peut-être le 14e. Ne mange pas sa nourriture. Ne fais pas confiance à ses sourires. Et quoi que tu fasses, reste loin de la porte rouge ou prépare-toi à perdre ton nom. Il referma le livre d'un coup sec. Sa respiration était rapide. Ses mains étaient moites de sueur. Était-ce réel? Qui était Samuel? Était-il l'un des garçons silencieux? Musa glissa le journal sous sa chemise et quitta rapidement la bibliothèque. En tournant un coin, il bouscula l'un des garçons de maison. Le garçon ne bougea pas. Ses yeux fixaient le vide. La voix de Musa était basse. Te souviens-tu de qui tu étais?
Pas de réponse. Il se pencha plus près. Samuel, c'est toi? Le garçon cligna des yeux 2 fois. Puis ses lèvres bougèrent lentement, presque comme s'il luttait contre quelque chose pour parler. F. U. I. S. Musa recula. Que as-tu dit? Mais le garçon était de nouveau immobile. Musa se retourna et se précipita à l'étage. Il ferma sa porte et la verrouilla, même s'il n'était pas sûr que cela serve à quelque chose. Il plaça le journal sous son oreiller et fit les 100 pas dans la chambre. Elle n'était pas juste une femme riche. Elle n'était pas juste forte. Elle cachait quelque chose d'ancien, de maléfique. La maison n'était pas juste grande. Elle était vivante. Et la porte rouge n'était pas juste une règle. C'était un avertissement. Ce soir-là, après le dîner, Musa s'assit avec elle dans le salon. Un grand lustre doré pendait au-dessus d'eux, se balançant légèrement, bien qu'il n'y ait pas de brise. Elle s'assit à côté de lui sur un canapé en velours, sa jambe posée sur ses genoux. « Tu es si silencieux ce soir », dit-elle en lui caressant les cheveux. « N'es-tu pas heureux ?»« Je vais bien », dit-il rapidement. Elle l'observa un instant, puis sourit. « Tu as lu ?»« Oui. »« Les livres peuvent être dangereux, » dit-elle lentement. « Ils renferment trop de vérités. Les vérités peuvent briser la paix. » Musa détourna le regard. « J'aime juste les histoires. » Elle gloussa. « Bien. Mais souviens-toi, certaines histoires sont mieux tues. » Cette nuit-là, alors qu'elle se retirait dans sa chambre, Musa attendit. Il attendit que la maison tombe dans le silence. Il attendit que l'horloge du couloir sonne minuit. Puis, pieds nus, le cœur battant, il sortit de sa chambre en rampant. Il passa devant les miroirs, essayant de ne pas y regarder. Il descendit lentement le couloir, le sol froid sous ses pieds. Et puis il l'atteignit. La porte rouge. Il posa sa paume contre elle. Elle était chaude. Il colla son oreille contre elle. Rien. Il toucha doucement la poignée. Elle ne bougeait pas. Il regarda autour de lui. Puis, d'un doigt tremblant, il toucha les gravures dorées. Elles pulsèrent sous sa peau. Soudain, les gravures se mirent à luire faiblement. Un léger bourdonnement emplit l'air. La porte s'entr'ouvrit légèrement. Musa haleta et recula. L'air devint lourd. Le bourdonnement s'intensifia. La fente de la porte s'élargit juste assez pour qu'il puisse voir à l'intérieur. Il faisait sombre. Mais alors, lentement, un œil apparut dans l'interstice. Grand, noir, humain, mais anormal. Il cligna une fois. Puis se fixa sur lui. Les jambes de Musa se figèrent. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. L'œil se plissa. Puis un faible murmure traversa la porte. Musa. Il hurla et courut vers sa chambre. Il claqua la porte, la verrouilla et rampa sous le lit. Il y resta des heures, tremblant, respirant vite, attendant que le matin le sauve. Et quand le matin arriva enfin, il n'était pas sûr d'avoir survécu à la nuit, ou si quelque chose l'y avait suivi. Musa ne sortit pas de sa chambre ce matin-là. Ses yeux étaient grands ouverts, mais il ne pouvait pas bouger. Il gisait immobile sous le lit, le dos pressé contre le sol froid. Le souvenir de cet œil le fixant à travers la porte rouge brûlait dans son esprit comme un feu. Chaque son dans la maison le faisait sursauter. Une porte qui grince, un pas dehors. Même le sifflement du vent lui serrait la poitrine. Il resta sous le lit jusqu'à ce que la lumière de la fenêtre lui indique que le matin était largement passé. Ce n'est qu'alors qu'il rampa dehors et s'assit sur le sol, respirant lentement. Il devait partir. Il devait s'échapper avant le 7e jour. Cet œil, il n'était pas humain. Il le regardait comme s'il était de la nourriture. Il se leva lentement, se lava le visage et ouvrit prudemment sa porte. Le couloir était silencieux. Il ne voyait pas les garçons de maison. Il n'entendait pas Madame Véronica. Il descendit les escaliers sur la pointe des pieds et regarda dehors à travers les larges fenêtres. Le ciel était gris et le vent poussait contre les grands arbres du domaine. On aurait dit qu'il allait pleuvoir. Puis il le vit, le vieux gardien, Baba Johnny. Il se tenait près du portail dans son uniforme bleu habituel, sa casquette baissée, les yeux fixés droit devant lui. Il ne parlait jamais. Il ne bougeait jamais. Musa ne l'avait vu qu'une seule fois à son arrivée. Mais maintenant, Musa sentait quelque chose l'attirer vers le vieil homme. Peut-être était-ce la façon dont Baba Johnny se tenait si immobile, comme s'il avait attendu quelque chose. Musa regarda autour de lui, puis se glissa rapidement par la porte arrière et contourna la maison. Ses pieds foulaient l'herbe mouillée. Ses bras frôlaient de hautes fleurs.
En se rapprochant du portail, il vit que l'air autour de Baba Johnny semblait étrange. Immobile, comme si même le vent ne voulait pas le déranger. Musa s'approcha lentement. « Monsieur » murmura-t-il. Aucune réponse. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. » Baba Johnny ne bougea pas. Musa s'approcha encore, assez près pour voir les rides sur le visage de l'homme. Profonde et fatiguée, comme celle de quelqu'un qui en avait trop vu. « J'ai vu quelque chose la nuit dernière » murmura Musa. « Derrière la porte rouge. » Toujours rien. « J'ai lu un journal. Il disait que je suis le numéro 14. » Est-ce vrai ? Le vent souffla doucement. Puis Baba Johnny cligna des yeux. Il tourna lentement la tête vers Musa. « Tu n'aurais pas dû ouvrir cette porte, » dit-il d'une voix si sèche qu'elle craquait à chaque mot. Musa recula, le cœur battant. « Donc, c'est réel. » Le vieil homme hocha la tête. « Tu es le 14e garçon à entrer dans cette maison. Les autres ont disparu. Certains sont devenus les murs. D'autres les miroirs. D'autres encore les ombres qui fredonnent la nuit. » Les yeux de Musa s'écarquillèrent. « Pourquoi moi ? Elle choisit des garçons aux parents faibles, » dit Baba Johnny. « Des parents qui ont besoin d'argent. Des parents trop affamés pour poser des questions. » Musa déglutit difficilement. « Mon père, il était endetté. » Le vieil homme détourna le regard. « C'est comme ça qu'elle les a. Elle donne de l'argent, de la nourriture, des vaches. Elle achète le silence. »« Qui est-elle » demanda Musa. « Elle a l'air humaine, mais je sais qu'elle ne l'est pas. Elle est née bien avant nous tous, » dit Baba Johnny. « On dit qu'elle était une reine autrefois, mais elle a passé un pacte avec quelque chose de sombre. Un esprit qui lui a promis la jeunesse et le pouvoir. Mais l'esprit voulait quelque chose en retour, » devina Musa. Le vieil homme hocha la tête. « Tous les 7 jours, elle doit offrir une âme. Une âme jeune, pleine d'énergie, pleine de vie. Plus le garçon est jeune, plus longtemps elle reste belle. » Musa fit un pas en arrière. « Elle va me tuer. »« Pas rapidement, » dit Baba Johnny. « D'abord, elle draine ton reflet. C'est pourquoi ton miroir ne te suit plus, n'est-ce pas ? Puis elle affaiblit ta voix. Tu auras de plus en plus de mal à parler. Ensuite, elle entre dans tes rêves. »« Elle l'a déjà fait, » dit Musa d'une voix tremblante. « J'entends des fredonnements. Je vois des mains dans le miroir. J'ai vu un œil la nuit dernière. Il a appelé mon nom. » Baba Johnny soupira. « Il ne te reste plus beaucoup de temps. Tu dois fuir. »« J'ai essayé, » dit Musa. « Le portail disparaît quand je m'en approche. »« C'est un sortilège, » dit le vieil homme. « Mais il y a un moyen. Une petite fenêtre entre le crépuscule et minuit, quand son pouvoir est le plus faible. C'est à ce moment que les esprits changent. Si tu atteins le portail pendant ce temps, il pourrait s'ouvrir. » Les yeux de Musa s'illuminèrent. « Quand ? » ?»« Ce soir. » Le vieil homme leva les yeux au ciel. « Quand le soleil touchera le sol et que les ombres s'allongeront, ce sera ton moment. »« Je serai prêt, » dit Musa rapidement. « Je vais faire mes affaires. »« Non, » dit Baba Johnny. « Tu dois partir sans rien. Si tu emportes quoi que ce soit de cette maison, cela te suivra. » Le visage de Musa se crispa. « Mais et les autres garçons ? Pouvons-nous les sauver ?» Le vieil homme baissa les yeux. « Certains sont trop loin. Leurs noms ont disparu. Leurs ombres lui appartiennent maintenant. Mais si tu t'échappes, son sortilège s'affaiblira. Elle pourrait perdre le contrôle. » Soudain, l'air changea. La brise cessa. Les arbres s'immobilisèrent, et le soleil disparut derrière d'épais nuages sombres. Musa se retourna vivement. Elle était là. Madame Véronica, debout à quelques pas de là. Sa robe flottait comme de la fumée autour de ses pieds. Ses yeux luisaient faiblement, comme un feu derrière du verre. Elle ne parla pas. Elle fixa simplement Baba Johnny. Le vieil homme ne sia pas. Il se plaça devant Musa. « Je l'ai prévenu, » dit-il calmement. « J'ai enfreint la règle. Tu n'étais jamais censé parler, » dit Véronica, sa voix basse et tranchante. « Tu devais garder le portail, pas l'ouvrir. J'ai vu trop de garçons disparaître, » dit le vieil homme. « Ils méritent de connaître la vérité. » Elle inclina la tête. « Tu te crois courageux ? » murmura-t-elle. « Non, » dit-il. « Je suis juste fatiguée. » Véronica leva lentement les mains. « Alors repose-toi. Pour toujours. » Avant que Musa puisse cligner des yeux, ses doigts se recroquevillèrent. Baba Johnny haleta et se serra la poitrine. Sa peau devint grise. Ses jambes se raidirent. Ses yeux s'écarquillèrent. « Non » hurla Musa, mais le vieil homme ne cria pas.
Il resta immobile et se transforma en pierre juste devant le portail, les yeux figés, la bouche ouverte au milieu d'une phrase. Musa tomba à genoux, tremblant. « Vous n'aviez pas à faire ça, » cria-t-il. Véronica s'approcha. « Tu crois que je ne savais pas ?» demanda-t-elle doucement. « Tu crois que je n'ai pas senti la porte s'ouvrir la nuit dernière ?» Musa leva les yeux, des larmes dans les yeux. « Pourquoi moi ?» Elle sourit. « Parce que tu brilles. Ton âme est lumineuse. Tu es du genre à avoir un goût sucré. » Elle se pencha plus près et lui murmura à l'oreille. « Et bientôt, tu seras mien. » Puis elle se retourna et s'éloigna, ses pas lents et lisses comme si rien ne s'était passé. Musa fixa la statue de pierre de Baba Johnny. Son seul secours, disparut. Sa sortie, bloquée. Le manoir derrière lui ressemblait maintenant à une cage. Le ciel au-dessus semblait plus sombre que jamais, et au fond de lui, Musa savait que demain était le 5e jour. Le temps était compté, et la porte rouge attendait toujours. Musa ne mangea pas cette nuit-là. Il était assis en silence au bout de la table, les yeux fixés sur le bol de soupe pimentée devant lui. La vapeur dansait lentement dans l'air, mais l'odeur lui retournait l'estomac. Il sentait les yeux de Madame Véronica l'observer de l'autre côté de la table. Elle souriait. Elle souriait toujours, mais maintenant son sourire semblait différent. Plus large, plus affamé. « Mange, mon amour, » dit-elle doucement. « Tu n'as pas touché à ta nourriture. »« Je n'ai pas faim, » répondit Musa, essayant de garder sa voix calme. « Tu n'as pas mangé de la journée, » répliqua-t-elle en tendant la main pour toucher la sienne. « J'ai demandé à la cuisine de préparer ton plat préféré. » Musa retira doucement sa main. « Mon estomac ne va pas bien. » Véronica hocha lentement la tête, mais son sourire ne s'effaça pas. « Est-ce à cause de Baba Johnny ?» Il leva vivement les yeux. « Vous l'avez changé en pierre. »« J'ai fait ce que je devais faire, » dit-elle, toujours calme. « Il a enfreint les règles. »« Il m'a aidé, » dit Musa, la voix tremblante. « Il m'a dit la vérité. »« La vérité ?» demanda-t-elle en inclinant la tête. « Et quelle est cette vérité ?» Musa ne dit rien. Véronica se leva et contourna la table. Elle s'arrêta derrière lui et posa ses mains sur ses épaules. Ses doigts étaient chauds, fermes et forts. « Tu as peur ?» murmura-t-elle. « Je peux le sentir. Tu penses que je veux te faire du mal, mais ce n'est pas le cas. Je t'ai choisi, Musa. Parmi tous les garçons de ce monde, je t'ai choisi. Tu es spécial. » Il se força à rester immobile. Elle se pencha plus près de son oreille. « Tu ne comprends pas ce que signifie être choisi, n'est-ce pas ? Être aimé par quelqu'un qui peut tout te donner. » Elle se plaça de nouveau devant lui et s'accroupit pour le regarder dans les yeux. « Je peux te donner plus que ton père n'aurait jamais pu. Je peux te donner le pouvoir, l'or, les voitures, tout. Je veux juste rentrer chez moi, » dit Musa doucement. Elle cligna des yeux une fois, puis sourit à nouveau. « Tu es chez toi, » dit-elle. Puis elle se leva et frappa dans ses mains. Immédiatement, 2 des garçons de maison silencieux apparurent du couloir, chacun tenant une boîte enveloppée dans un tissu doré brillant. « Apportez-les, » dit-elle. Les garçons posèrent les boîtes devant Musa et reculèrent. Véronica s'agenouilla à nouveau. « Ouvre-les, » dit-elle doucement. Musa hésita, puis ouvrit lentement la première boîte. À l'intérieur se trouvait un iPhone flambant neuf, le dernier modèle, du genre qu'il n'avait vu que dans des vidéos sur Internet. Il ouvrit la deuxième boîte. À l'intérieur se trouvait une montre-bracelet en or. Elle scintillait sous la lumière. « Tout cela est à toi, » dit-elle. « Et il y en a bien d'autres. Tout ce que tu veux. » Musa fixa les cadeaux un instant, puis leva les yeux vers elle. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il. Elle sourit plus largement. « Reste. Sois à moi. C'est tout. » Musa déglutit difficilement. « D'accord, » murmura-t-il. « Bon garçon, » dit-elle en tendant la main pour lui caresser la joue. « Je savais que tu comprendrais. » Elle se leva et se tourna vers les garçons. « Emmenez les cadeaux dans sa chambre. » Les garçons prirent les boîtes et partirent. Véronica se retourna vers Musa. « Demain, nous fêterons ça. Je demanderai au chef de te préparer un repas royal. Tu porteras quelque chose de spécial. Il est temps que tu commences à te comporter comme le prince de cette maison. » Musa hocha lentement la tête. Elle se dirigea vers les escaliers, sa voix flottant derrière elle. « Dors bien ce soir. Ta vraie vie commence demain. » Quand elle eut disparu à l'étage, Musa se leva et courut vers l'évier. Il ouvrit le robinet et s'aspergea le visage d'eau froide, encore et encore. Son cœur ne ralentissait pas. Elle préparait quelque chose.
Il l'avait lu dans le journal. Le 7e jour, l'union finale commence. C'était la 6e nuit. Demain était le dernier jour. Il lui restait une chance. Une nuit. Il devait voir ce qu'elle était vraiment. Cette nuit-là, il ne toucha pas au cadeau. Il plaça les boîtes sous le lit et verrouilla sa porte. Puis il remonta la couverture jusqu'à son menton et s'allongea très immobile, faisant semblant de dormir. Ses yeux restèrent ouverts. Le ventilateur tournait lentement au-dessus de sa tête. Le miroir sur le mur était sombre. L'air dans la pièce était trop silencieux. Les minutes passèrent, puis les heures, puis il l'entendit, un faible bourdonnement. Pas du miroir cette fois, du couloir. Il ferma les yeux à moitié et se tourna légèrement vers la porte. Une ombre passa sous celle-ci. Puis la poignée de la porte tourna. Elle s'ouvrit lentement avec un léger grincement. Musa ne bougea pas. Il garda sa respiration lente et régulière. L'ombre entra dans la pièce. Il pouvait sentir sa présence. Madame Véronica. Elle se tint au pied de son lit pendant un long moment. Puis elle se dirigea vers le miroir. Il l'observa à travers ses cils, faisant attention de ne pas cligner des yeux. Elle leva la main vers le miroir et le toucha doucement. Il lui faiblement sous sa paume. Puis elle se retourna. Elle lui tournait le dos. Elle retira sa robe rouge. Puis elle fit quelque chose que Musa n'oublierait jamais de sa vie. Elle ouvrit sa propre peau comme une fermeture à glissière. Sa chair se pela lentement, révélant quelque chose en dessous. Quelque chose de gris, de veineux, d'inhumain. Ses épaules s'élargirent. Ses bras s'allongèrent. Son cou craqua alors qu'elle le tournait de côté. Elle sortit complètement de sa peau humaine, sa vraie forme se dressant dans l'obscurité. C'était une créature, ni tout à fait humaine, ni tout à fait esprit. Son corps pulsait comme s'il respirait à travers la peau. Son dos était marqué de symboles que Musa n'avait jamais vus. Ses doigts étaient longs et courbés, ses ongles noirs et acérés. Ses yeux luisaient d'un rouge ardent. Elle se tourna vers le miroir, et le miroir montrait les deux versions, son apparence humaine et sa véritable nature, mais son reflet souriait. Le corps de Musa tremblait sous la couverture, mais il ne bougea pas. Elle se dirigea lentement vers la fenêtre, l'ouvrit en grand et laissa le vent froid entrer. Puis elle murmura quelque chose dans l'air. Des mots que Musa ne pouvait pas comprendre. Le vent lui répondit par un profond soupir. Puis elle recula et remit lentement sa peau. Une jambe, puis l'autre. Elle la referma soigneusement, enfila sa robe rouge par-dessus et se sourit dans le miroir. Puis elle se dirigea vers la porte, s'arrêta et regarda de nouveau le lit. Le cœur de Musa s'arrêta. Il resta complètement immobile. Elle le fixa longuement, puis murmura « Dors bien, mon roi » et sortit. La porte se referma derrière elle. Musa attendit, et attendit. Ce n'est que lorsqu'il fut sûr que le couloir était de nouveau silencieux qu'il s'assit. Ses mains tremblaient. Ses yeux étaient écarquillés de peur. Maintenant, il connaissait la vérité. La vraie vérité. Elle n'était pas seulement maléfique. C'était un monstre. Et demain, elle prendrait son âme, à moins qu'il ne s'échappe avant. Musa ne dormit pas du tout. Il était assis dans un coin de sa chambre, les lumières éteintes, les genoux ramenés contre sa poitrine. Ses mains tremblaient. Ses yeux étaient écarquillés. Son cœur n'avait pas cessé de battre la chamade depuis qu'il l'avait vu muet. Maintenant, il comprenait. Madame Véronica n'était pas seulement une sorcière. C'était pire. Elle portait une peau humaine comme une veste. Elle marchait et souriait comme une personne, mais à l'intérieur, elle était une créature. Et demain, il serait sa prochaine offrande. Aujourd'hui était le 7e jour, le dernier jour. L'avertissement de Baba Johnny résonnait dans sa tête. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Musa attendit le lever du soleil. Dès que la lumière toucha le ciel, il déverrouilla sa porte et sortit en rampant. Le couloir était silencieux. Les miroirs étaient immobiles. Les garçons de maison étaient introuvables. Il traversa le corridor sur la pointe des pieds en direction de la porte rouge. Il devait savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il devait comprendre ce qu'elle faisait aux garçons. S'il pouvait trouver un moyen de l'arrêter, ne serait-ce qu'une seconde, il pourrait survivre. Quand il atteignit la porte rouge, il posa de nouveau la main sur les gravures. Elles étaient chaudes. Elles pulsèrent sous sa peau comme un battement de cœur. Il regarda derrière lui. Personne. Il tourna la poignée. Cette fois, elle s'ouvrit. La porte grinça lentement, révélant un long et étroit escalier menant sous terre. Une odeur épaisse lui monta au nez. La terre,
La sueur et autre chose. Quelque chose d'âcre et d'amer, comme le sang. Musa entra. La porte se referma derrière lui. Il se figea, puis fit un pas en avant, puis un autre. Les marches étaient raides. L'air devenait plus froid à chaque pas. En bas, il atteignit une vaste chambre souterraine. Les murs étaient gravés de marques étranges. Le sol était fait d'argile rouge. Et au centre de la pièce, il les vit. Des garçons, une douzaine environ, peut-être plus. Tous portant les mêmes shorts noirs et chemises blanches. Tous pieds nus. Tous assis en cercle, la tête baissée, les mains enchaînées au sol. Ils fredonnaient. Ce même fredonnement triste et lent. Musa couvrit sa bouche de sa main. Il s'avança prudemment. L'un des garçons leva la tête. Ses yeux étaient blancs. Sans pupilles. Il fixa Musa et murmura, « Tu es arrivé trop tard. » La voix de Musa se brisa. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Un autre garçon leva la tête. « C'est ici qu'elle nous garde jusqu'à ce que nous nous effacions. » Musa se rapprocha. « Pouvez-vous être libéré ?» Les garçons se regardèrent. Puis l'un d'eux, le plus petit, pointa le mur. « Là, dit-il doucement. La gourde. Brise-la, et peut-être que certains d'entre nous vivront. » Musa se tourna. Dans un coin, posée sur une plateforme en pierre, se trouvait une petite gourde en argile enveloppée de fils rouges et de coris. Elle pulsait de lumière comme si quelque chose de vivant était à l'intérieur. Il s'approcha lentement. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. Un des garçons plus âgés répondit. « C'est sa vie. Sa jeunesse. Les âmes qu'elle dévore sont gardées à l'intérieur. C'est pour ça qu'elle ne vieillit jamais. » Musa tendit la main pour la prendre. Une voix derrière lui gronda, « N'y touche pas. » Il se retourna brusquement. Un autre garçon s'était levé. Ses yeux n'étaient pas blancs. Ils étaient noirs. Il ressemblait plus à une ombre qu'à un enfant. « Elle me possède maintenant, » dit le garçon. « Si tu y touches, elle le sentira. » La main de Musa plana au-dessus de la gourde. « Je dois le faire. Je ne peux pas la laisser me prendre. » Le garçon ombre siffla. « Alors elle te détruira. » Musa attrapa la gourde. La pièce trembla. Tous les garçons hurlèrent. Les chaînes s'entrechoquèrent. Le sol se fissura. Puis la gourde brilla d'un rouge vif. Des voix hurlèrent de l'intérieur. Des centaines. Des garçons pleurant, suppliant. Musa faillit la lâcher. Puis une voix résonna dans la chambre. Musa. C'était elle. Elle savait. Elle arrivait. Les lumières de la chambre vacillèrent. L'air devint glacial. Puis la porte rouge en haut des escaliers s'ouvrit violemment. Elle entra. Madame Véronica, mais elle ne portait plus sa peau. Elle était dans sa vraie forme, grande, grise, veineuse. Ses yeux brûlaient comme du feu. Sa bouche s'ouvrit, révélant des dents acérées qui s'étiraient sur ses joues. Elle descendit lentement les escaliers, sa voix basse et lourde. « Tu es venu là où tu n'étais pas invité. » Musa serra la gourde plus fort. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi pièges-tu des garçons ? Ils me donnent la vie, dit-elle en souriant. Je garde leur jeunesse. J'utilise leur lumière. En retour, ils vivent pour toujours dans ma maison. Ils ne vivent pas, dit Musa. Ils sont prisonniers. Elle s'arrêta sur la dernière marche et regarda autour de la chambre. Ils sont en sécurité, plus qu'ils ne l'ont jamais été dehors. Ils étaient pauvres, abandonnés, oubliés. Mais je leur ai donné un but. Tu as volé leur nom, dit Musa. Tu les as transformés en ombre. Elle regarda la gourde dans ses mains. Donne-moi ça, dit-elle doucement. Non. Musa, dit-elle, sa voix plus douce maintenant. S'il te plaît, je ne veux pas te faire de mal. Tu l'as déjà fait. Elle avance. Je t'ai choisi parce que tu es fort, dit-elle. Parce que ton âme est pure. Tu n'es pas comme les autres. Tu peux me rejoindre. Je peux t'apprendre à ne jamais vieillir. Comment contrôler le miroir, le vent, les ténèbres. Je ne veux rien de tout ça, dit Musa. Tu peux tout avoir, murmura-t-elle. Pouvoir, richesse. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de ton sang. Il recula. Je préfère mourir. Elle siffla, son corps s'étirant, son visage se tordant. Alors, meurs. Elle leva les mains. Les chaînes aux poignets des garçons se brisèrent. Ils se levèrent lentement, tous, la tête tournée vers Musa. Leurs yeux luisaient. Et puis Madame Véronica pointa du doigt. Prenez-le. Les garçons chargèrent. Musa hurla et serra la gourde contre sa poitrine. Le sol se mit à trembler de nouveau.
La lumière rouge s'intensifia. Un des garçons l'atteignit et attrapa son bras. Musa donna des coups de pied et cria « Arrêtez !» Les garçons l'entourèrent. Des dizaines de mains l'attrapèrent, le tirèrent vers le bas. Et à ce moment-là, Musa ferma les yeux et jeta la gourde contre le sol. Crac! Elle vola en mille éclats. Une lumière rouge vif explosa dans la chambre. Les garçons hurlèrent. Madame Véronica hurla plus fort. Son corps se tordit et trembla. Sa peau fondit comme de la cire. Ses bras craquèrent comme du bois sec. Elle tomba au sol, se contorsionnant de douleur. Les garçons tombèrent un par un, s'évanouissant. Les chaînes se brisèrent. Le fredonnement cessa et la chambre tomba dans le silence. Musa se releva lentement, respirant fort, les yeux écarquillés. Madame Véronica gisait sur le sol, son corps secoué de spasmes, sa peau devenant sombre et sèche. « Toi, croassa-t-elle. Tu as tout ruiné. » Il la regarda de haut. « Non, dit-il. C'est vous. » Puis il courut, dépassant les garçons inconscients, monta les escaliers, traversa la porte rouge. Il ne regarda pas en arrière. Musa gravit les marches, comme si ses pieds étaient en feu. Son cœur battait à ses tempes. Derrière lui, les morceaux brisés de la gourde luisaient encore faiblement sur le sol. Madame Véronica gisait, tremblante, sa peau s'écaillant, sa voix un grognement rauque qui ne sonnait plus humain. Lorsqu'il atteignit le sommet, la porte rouge claqua derrière lui avec un bruit sourd qui fit trembler les murs. Il haleta et s'appuya contre le mur froid du couloir, la sueur coulant sur son visage. Mais il n'y avait pas de temps pour se reposer. La maison gémissait autour de lui, comme si quelque chose de profond venait d'être blessé. Crac! Un miroir sur le mur se brisa soudainement, projetant des éclats de verre à travers le sol. Musa recula d'un bond. Puis un autre miroir se brisa. Puis un autre. Et puis le plafond craqua. Il leva les yeux. De la poussière pleuvait d'en haut. Le lustre du salon se balançait violemment d'un côté à l'autre, comme s'il allait tomber. La maison s'effondrait. Musa se retourna et courut. Il traversa le couloir, passa devant la salle à manger, les escaliers, en direction de la porte d'entrée. Au moment où il tendit la main vers la poignée, celle-ci disparut. Tout le mur de façade avait disparu. À sa place se trouvait un brouillard tourbillonnant, gris, épais, sans fin. Il s'arrêta et le fixa. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il. Il s'avança et plongea sa main dans le brouillard, mais celui-ci repoussa son bras avec une force qui ressemblait à la fois au vent et au feu. Il trébucha en arrière. La maison ne voulait pas le laisser partir. Soudain, il entendit un faible gémissement derrière lui. Il se retourna vivement. L'un des garçons de la chambre rouge montait les escaliers. Faiblement, lentement. Musa se précipita vers lui. « Eh, ça va ?» Le garçon hocha lentement la tête. Ses yeux ne luisaient plus. Sa voix était sèche. « Où sommes-nous ?»« Vous êtes en sécurité, » dit Musa. « Pour l'instant. Il faut sortir. » D'autres bruits de pas se firent entendre. Un par un, les autres garçons commencèrent à apparaître. Certains boitaient. D'autres se tenaient la tête comme s'ils étaient étourdis. Mais ils étaient libres. Leurs chaînes avaient disparu. Leurs yeux étaient clairs. Musa éleva la voix. « Il faut partir. La maison s'effondre. » Un garçon regarda autour de lui. « Mais où est la porte ?»« Je ne sais pas, » dit Musa. « Mais nous devons trouver un autre moyen. » Soudain, un cri strident résonna depuis le couloir rouge. C'était elle, Madame Véronica. Son cri fit trembler les murs. Musa se tourna vers les garçons. « Suivez-moi. » Ils coururent ensemble dans le couloir, vers la cuisine, à la recherche d'une sortie de secours. La maison gémissait plus fort à chaque pas. Des tableaux tombaient des murs. Des flammes vacillaient des bougies. L'air sentait le bois brûlé. Dans la cuisine, Musa trouva une fenêtre. « Aidez-moi » cria-t-il. Deux des plus grands garçons s'avancèrent. Ils traînèrent une table et aidèrent Musa à grimper. Il poussa la fenêtre, mais elle était scellée. Il prit une poêle sur le comptoir et brisa la vitre. La fenêtre vola en éclats. De l'air frais se précipita à l'intérieur. « Allons-y » Musa sortit le premier, puis aida les autres. Un par un, les garçons sautèrent dans le jardin. Leurs pieds heurtèrent l'herbe. Le ciel était sombre et les nuages tourbillonnaient, comme si une tempête se formait. Alors que le dernier garçon sortait, le sol trembla de nouveau. Le manoir derrière eux se fissura en deux. Le toit s'effondra. Les murs s'écroulèrent.
Les fenêtres explosèrent vers l'extérieur, puis, boum, toute la façade du manoir s'effondra sur elle-même. Les garçons hurlèrent. Musa se retourna et les tira en arrière. Il faut courir. Ils s'élancèrent dans le jardin, à travers les hautes herbes, vers le portail principal. Le brouillard tourbillonnait toujours à l'avant, mais il s'estompait maintenant. Tout comme Baba Johnny l'avait dit, une petite fenêtre entre le crépuscule et minuit. Musa pria pour qu'il soit à l'heure. Les garçons atteignirent le portail. Il posa sa main sur la barre de fer. Elle semblait solide, réelle. Il tira. Il s'ouvrit. Les garçons n'attendirent pas. Ils se déversèrent sur la route, l'un après l'autre. Musa resta en arrière jusqu'à ce que le dernier soit sorti. Puis il se retourna pour un dernier regard. Le manoir brûlait encore. Mais quelque chose bougeait dans les flammes. Il la vit. Madame Véronica, son corps à moitié brûlé, mi-humain, mi-créature. Ses yeux se fixèrent sur les siens. Elle ne parla pas. Elle le fixa simplement. Et puis le sol sous elle s'effondra. Elle sombra dans les flammes et disparut. La maison hurla une dernière fois. Puis tout devint silencieux. Musa sortit du domaine et referma le portail derrière lui. Il se tourna vers les garçons. Ils se tenaient en ligne, confus et tremblants. L'un d'eux, le plus petit, s'approcha de lui. « Tu nous as sauvés », dit doucement le garçon. Musa ne parla pas. Il tremblait encore. Un autre garçon demanda « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Musa regarda la route. Elle menait vers le village. Il hocha la tête. On rentre à la maison. Ils commencèrent à marcher. Mais en marchant, Musa sentit quelque chose dans sa poitrine, une étrange chaleur. Il s'arrêta et souleva légèrement sa chemise. Il y avait une marque juste au-dessus de son cœur, un cercle lumineux entouré de minuscules symboles. Ses mains se remirent à trembler. L'un des garçons le remarqua. « Qu'est-ce que c'est ?»« Je ne sais pas », murmura Musa. La marque pulsa une fois doucement, puis s'arrêta. Le vent souffla doucement sur la route. Le ciel au-dessus commença à s'éclaircir. Mais Musa savait que ce n'était pas fini. Quelque chose était encore en lui, et la vraie bataille ne faisait peut-être que commencer. Le soleil se levait déjà lorsque Musa et les autres garçons atteignirent le village. Leurs pieds étaient poussiéreux, leurs vêtements déchirés, leurs yeux rouges et fatigués, mais ils étaient en vie. Les gens les dévisageaient alors qu'ils entraient, l'un derrière l'autre. Personne ne dit un mot au début. Puis une femme hurla, « C'est mon fils. C'est mon Andy. » Elle courut en avant, les bras ouverts, et attrapa l'un des garçons. D'autres personnes suivirent. Certaines pleuraient, d'autres s'évanouissaient, d'autres encore tombaient simplement à genoux. Les garçons qui n'avaient plus de famille se tenaient en silence, regardant autour d'eux, ne sachant où aller. Musa se tenait au milieu de tout cela. Quelqu'un lui tapa sur l'épaule. C'était une vieille femme vêtue de blanc. Elle avait des corilles autour du cou et un foulard noué serré sur la tête. « Viens avec moi », dit-elle calmement. Musa ne demanda pas qui elle était. Il la suivit. Elle le conduisit à une petite hutte juste à la lisière du village. Ça sentait les herbes et l'huile de palme. À l'intérieur se trouvaient des pots en argile, d'étranges sculptures et une natte avec des cercles dessinés à la craie blanche. Elle lui dit de s'asseoir. Il obéit. Elle alluma une bougie. Puis elle s'agenouilla devant lui. « Sais-tu qui je suis ?» demanda-t-elle. Musa secoua la tête. « Je suis Mama Adaku. Je vois des choses. Ton père venait me voir quand il était bien plus jeune. » Musa baissa les yeux. « Mon père m'a vendu. » Elle hocha lentement la tête. « Oui, mais il n'en connaissait pas le prix. Il était aveuglé par le désespoir. J'ai détruit sa maison, dit Musa. Elle est partie maintenant. » Mama Adaku le regarda profondément dans les yeux. « Non, dit-elle doucement. Elle n'est pas partie. » Musa fronça les sourcils. « Mais je l'ai vue mourir. » Le feu, l'effondrement. Mama Adaku toucha sa poitrine. Juste au-dessus de la marque brillante. « Tu la portes maintenant. » Musa recula. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Cette gourde que tu as brisée. » Elle n'a pas seulement libéré les garçons. Elle a aussi libéré un fragment de son âme. Elle avait besoin d'un corps auquel s'accrocher. Et elle a choisi le tien. Les mains de Musa tremblaient. Alors, elle est en moi. Mama Adaku se leva et commença à préparer quelque chose dans un petit pot noir. Elle broya des feuilles, ajouta de l'huile et murmura des mots que Musa ne pouvait pas comprendre. Elle est faible maintenant, dit la vieille femme. Mais si on la laisse faire, elle peut devenir plus forte. Le cœur de Musa se serra.
Que dois-je faire? La vieille femme versa le mélange dans une calebasse et la lui tendit. Bois ça. Ça la fera taire pour l'instant. Musa fixa le liquide sombre. Et si je ne le fais pas? Elle te parlera, dit Mama Adaku. En rêve, dans les miroirs, dans les ombres. Elle demandera le contrôle. Elle offrira le pouvoir. Et si jamais tu dis oui? Musa leva les yeux. Que arrivera-t-il si je dis oui? Tu deviendras ce qu'elle était, dit la femme, mais en plus fort, car tu auras toujours ton âme, et la sienne. Musa baissa les yeux sur la boisson. Puis il la leva et but tout. Le liquide était amer. Il lui brûla la gorge. Un instant, tout tourna. Il ferma les yeux très fort. Puis le silence. La brûlure cessa. La marque sur sa poitrine faiblit. C'est fait, dit Mama Adaku. Musa expira lentement. Et maintenant? La femme esquissa un petit sourire. Maintenant, tu vis. Mais tu dois rester proche. Surveille les rêves. Évite les miroirs la nuit et ne t'approche plus jamais du manoir. Musa hocha la tête. Il n'y a plus rien là-bas de toute façon. La vieille femme haussa un sourcil. Tu en es sûr? Musa fronça les sourcils. Oui, je l'ai vu tomber. Mama Adaku ne répondit pas. Elle ouvrit la porte et laissa Musa sortir. Alors qu'il retournait à la lumière du soleil, certains des autres garçons lui firent un signe de la main. Quelques-uns d'entre eux étaient maintenant accueillis par de nouvelles familles. D'autres suivaient un prêtre vers la place du village pour une purification. D'autres restaient simplement assis, seuls. Musa se dirigea vers la rivière. Il voulait être seul, pour réfléchir, pour respirer. Assis près de l'eau, il regarda son reflet. Il semblait normal. Puis il cligna des yeux. Son reflet ne cligna pas. Musa se redressa. Il se pencha plus près. Puis le reflet sourit lentement. Alors que ses propres lèvres restaient immobiles. Un vent froid frôla sa nuque et une voix murmura à son oreille. Notre histoire ne fait que commencer.